et le Faso sont à l'arrêt depuis plus d'un an. Voici une coopération renforcée dans le cadre de la lutte anti-djihadiste à la frontière Ouagadougou-Bamako. Celle-ci a été négociée lors de la visite du capitaine Traoré à son homologue Assimi Goïta à Bamako. Et toujours au sommaire de cette édition d'information, on parle de football. Quand la guerre touche le sport, Coupe du Monde Qatar 2022, l'Ukraine demande l'exclusion de l'Iran. Eh bien, c'est parce que l'Ukraine accuse l'Iran d'avoir fourni suffisamment d'armes à la Russie dans cette offensive dans son pays. On y revient bien sûr dans cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur For You Media Africa. Vous nous suivez sur nos différentes plateformes internet, mais également pour ceux qui sont dans la ville de Douala, sur notre station 96.3 FM. On démarre avec la rencontre entre Traoré et Goïta. On parle de lutte anti-djihadiste. Ça se consolide entre Ouagadougou et Bamako. Le président burkinabé Ibrahim Traoré a effectué son premier voyage à l'étranger et s'est rendu au Mali. Là-bas, avec son homologue Assimi Goïta, il a été question de parler de lutte armée contre les bandes armées djihadistes qui endeuillent les deux nations, mais aussi de renforcement de l'axe Ouagadougou-Bamako. Je vous propose un reportage signé Ngeli. C'est un nouvel élan qui est donné au partenariat entre le Burkina Faso et le Mali. En renforçant leur coopération bilatérale en matière de sécurité et de défense, Ouagadougou et Bamako affichent leur volonté commune, celle d'œuvrer de concert pour barrer la voie au terrorisme. Le plus important pour nous dans la situation actuelle, c'est le défi sécuritaire. Donc avec ce peuple, on est venu échanger comment renforcer nos coopérations militaires et pouvoir mieux mener nos opérations et sécuriser nos populations. C'est l'objet principal de la visite. Naturellement, entre militaires, difficile d'imaginer un tout autre sujet que des questions de sécurité. Pour cette première rencontre, le capitaine Ibrahim Traoré et le colonel Assimi Goïta ont tenu à marquer le coup. Une image forte, confortée par leurs postures respectives, salut et tenue militaire. À l'endroit des populations burkinabées, maliennes et sahéliennes de façon générale, le président Ibrahim Traoré a lancé un appel qui est d'être beaucoup plus solidaire, de se donner la main et de rester unis dans cette lutte. Rappelons que le Mali et le Burkina Faso partagent une frontière longue de 1200 km avec beaucoup d'échanges entre les populations, d'où le choix du président Ibrahim Traoré de la destination malienne. Et arrêt à présent pour parler de l'actualité éthiopienne. La fin des pourparlers à Pretoria pour des accords de paix a eu lieu après 7 jours de pourparlers. Un cessez-le-feu immédiat a été également salué. Eh bien, selon le médiateur entre le gouvernement d'Éthiopie et les rebelles du Tigré, ceci est, je cite, un nouveau départ. Fin de citation. L'ex-président nigérien Olusegun Obasanjo a salué les assises qui ont pris fin hier 2 novembre 2022. Koumabité revient pour nous sur cette actualité. Même si ce n'est pas encore la paix, c'est tout de même un grand pas dans sa direction. Le gouvernement fédéral éthiopien et les autorités rebelles du Tigré ont conclu mercredi à Pretoria un accord de cessation des hostilités à moins de 48 heures du 2e anniversaire du conflit meurtrier qui les oppose dans le nord de l'Éthiopie. Les deux parties se sont formellement mises d'accord sur une cessation des hostilités ainsi que sur un désarmement méthodique ordonné, en douceur et coordonné, a annoncé le haut représentant de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique, l'ex-président nigérian Olusegun Obasanjo, qui dirigeait la troïka des médiateurs. Les chefs des deux délégations se sont serrés la main après avoir signé cet accord qui prévoit aussi un rétablissement à l'ordre public des services au Tigré, un accès sans entrave des fournitures humanitaires, la protection des civils entre autres. Ce moment n'est pas la fin du processus de paix, mais son début, a averti Obasanjo, le chef de la délégation du gouvernement éthiopien, Redouane Hussein, conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre, Abiy Ahmed, a pour sa part salué l'engagement constructif des belligérants pour mettre fin à cet épisode tragique. Et après cet accord à Pretoria entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré, la communauté internationale a salué l'accord de paix signé entre les deux, en le qualifiant bien sûr d'opportunité bilatérale pour les États-Unis et l'Éthiopie. Je vous propose de revenir sur ces différentes réactions avec Emma Moutou.
Après la signature de l'accord de paix entre le gouvernement éthiopien et le Front de la libération du Tigré sur une cessation des hostilités, la communauté internationale n'a pas manqué de féliciter ce premier pas vers la paix. Nous saluons l'avancée capitale réalisée à Pretoria pour promouvoir la campagne de l'Union africaine à faire cesser la lutte armée, a indiqué le secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans un communiqué. Anthony Blinken s'est également réjoui de l'acheminement sans entrave de l'assistance humanitaire et de la protection de civils qui devrait découler de la mise en œuvre de cet accord. Les États-Unis et l'ONU aspirent à ce que cet accord de paix conclu avec les belligérants et l'Union africaine permettra de mettre en place une cessation durable des hostilités et ouvrira la voie à une fin des violations après 2 ans de guerre qui a pris la vie de plus d'1 million de personnes selon l'ONU et plongé la région du Tigré dans une crise humanitaire. Le porte-parole du département, Ned Price à Washington, n'a pas manqué de saluer le travail des médiateurs du conflit. Il a également précisé que cet accord de paix est une opportunité bilatérale pour les États-Unis et l'Éthiopie. Parlons à présent de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Alors que celle-ci demeure préoccupante, les casques bleus de l'ONU, présents depuis une vingtaine d'années, sont accusés d'inefficacité dans le but d'épauler le pays de Félix Tshisekedi. Nairobi prête main forte à Kinshasa, ceci avec la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Plus de détails dans cet élément signé Bala. En tant que voisin, le destin de la République démocratique du Congo est lié au nôtre, a déclaré le président William Ruto à Nairobi lors d'une cérémonie de présentation du contingent prêt à partir, en rappelant que la force régionale doit également compter des militaires du Burundi, d'Ouganda et du Soudan du Sud. Cependant, à Nairobi, des sources militaires se sont gardées de préciser le nombre de soldats kenyans impliqués dans cette intervention, en évoquant bien évidemment des questions de sécurité. Pour protéger sa population et ses nombreuses ressources naturelles, la République démocratique du Congo tente de contrer les activités de dizaines de groupes armés qui prolifèrent dans l'est du pays. Outre la République démocratique du Congo, le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie, le Soudan du Sud et l'Ouganda, tous membres de la communauté est-africaine, s'étaient mis d'accord en avril pour la création d'une force conjointe pour aider à restaurer la stabilité en République démocratique du Congo. Rappelons que les tensions sont encore plus vives du côté du Nord Kivu depuis la résurgence du mouvement du 23 mars, une ancienne rébellion Tutsi qui a repris les armes en fin 2021. Après des semaines de turbulences, le M23 est à l'offensive depuis le 20 octobre dans le territoire de Rutshuru, où justement elle s'est d'ailleurs emparée de plusieurs villes sur un axe routier stratégique déshervant Goma. Le regain de tension dans l'Est congolais a conduit la mission de l'ONU en République démocratique du Congo à relever le niveau d'alerte de ses troupes en soutien aux forces armées congolaises dans leurs opérations contre le M23. On parle de justice à présent en Guinée-Conakry où les autorités du pays ont ordonné des poursuites judiciaires ce 3 novembre 2022 contre l'ancien président Alpha Condé, mais également contre plus de 180 hauts cadres ou encore ex-ministres, notamment pour des faits de corruption. Dès sa prise de fonction il y a plus d'1 an, le colonel Mamadi Doumbouya a fait de la lutte contre la corruption réputée comme être endémique en Guinée-Conakry l'une de ses plus grandes résolutions dans sa lettre publique adressée ce 3 novembre 2022 aux procureurs généraux. Le ministre de la Justice franchit une nouvelle étape parce qu'il vise nommément l'ancien chef de l'État et un grand nombre de ses cadres lorsqu'il était au pouvoir. Parmi eux, l'ancien président, l'ancien premier ministre Ibrahima Kassouri Fofana et une quarantaine d'anciens ministres comme Mohamed Diané à la Défense,
Mamadi Camara à l'économie ou Myriama Camara au commerce. Un certain nombre de conseillers à la présidence sous le régime Condé sont également cités au total. Le ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright, donne une liste de 188 noms, dont certains sont déjà en prison et d'autres, cités plusieurs fois, leurs comptes ont été gelés, comme l'indique ce document. À présent, on parle de l'actualité sénégalaise avec le leader de l'opposition Ousmane Sonko qui a été auditionné au palais de justice de Dakar pour l'affaire Adji Sarr, dans laquelle il est accusé de viol et menace de mort. Une affaire ambiguë considérée comme un jeu trouble du parti au pouvoir qui tenterait de déstabiliser l'opposant à la candidature de l'élection 2024. Kouetou a suivi pour nous cette journée. Je vous propose son reportage. Comme plébiscité la veille, c'est accompagné uniquement de ses avocats qu'Ousmane Sonko est arrivé au palais de justice de Dakar ce 3 novembre. Le leader de l'opposition sénégalaise fait face au doyen des juges à la suite des auditions de la plaignante Adji Sarr pour des accusations de viol et menaces de mort qui auraient été perpétrées dans un salon de massage. Cette audition pour des faits de bonnes mœurs est selon Ousmane Sonko un piège du président Macky Sall, une tentative de déstabilisation en vue des présidentielles 2024 et a appelé la veille du procès au calme et à la retenue de ses partisans. Nous n'en sommes pas là, chers compatriotes. Et c'est pourquoi je vous demande solennellement de vaquer à vos occupations, de ne pas venir chez moi, ni au tribunal, de ne pas vous attrouper, parce que c'est une procédure ordinaire. Ça ne se jouera pas demain. Nous n'avons pas à tomber dans le piège de Macky Sall. Ce monsieur est fini. Il lui reste 16 mois à la tête de ce pays et il part. La mise en examen d'Ousmane Sonko au début de cette affaire avait déclenché une émeute et fait une dizaine de morts. Cette fois, le leader du PASTEF et de la coalition Yewwi Askan Wi sait pouvoir compter sur le soutien de ses camarades de partis politiques de l'opposition, dont Déthié Fall, président du Parti républicain pour le progrès, le PRP, et bien d'autres encore. On appelle à nos concitoyens. Nous leur dirons qu'aujourd'hui la situation est grave. Elle l'a toujours été depuis 2012, mais encore plus aujourd'hui. Nous leur demandons de ne laisser rien passer. Nous leur demandons de se tenir debout et de faire bloc avec cette opposition, avec la coalition Yewwi Askan Wi, pour faire face à ce président de la République obsédé par une troisième candidature. Tous ces stratagèmes, tous ces subterfuges, leur soubassement n'est rien d'autre vouloir poser une troisième candidature. Des procès similaires avaient eu raison de la carrière politique de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, ou encore de l'ancien ministre Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. En Afrique centrale, notamment en Guinée équatoriale, les autorités sont accusées de, je cite, dérives et maltraitances choquantes. C'est qu'après 3 mois de séjour en Guinée équatoriale, les ressortissants camerounais doivent présenter un titre de séjour valide, sinon ceux-ci sont considérés comme en situation irrégulière et sommés de quitter le territoire, qui est aussi accusé de refuser de se plier aux résolutions qui régissent la libre circulation de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC en abrégé. Accusation auquel Malabo répond, je cite, « Libre circulation n'est pas égale à libre installation », fin de citation. La classe politique camerounaise a d'ailleurs réagi en dénonçant, je cite, des actes de xénophobie et de torture, fin de citation, pour ce qui est du MRC, Mouvement de la Renaissance du Cameroun. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, la PCRN en abrégé, par le biais de son président, par ailleurs député, a invité à une rupture des relations diplomatiques. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, quant à lui, a ordonné le rapatriement des ressortissants depuis le 31 octobre dernier, bien sûr.
On poursuit dans l'actualité de ce grand journal et on parle à présent des États-Unis où les citoyens sont appelés aux urnes pour renouveler 435 membres de la Chambre des représentants et le tiers des sénateurs, soit 36 gouverneurs, le 8 novembre prochain. À cet effet, Joe Biden a mis en garde les candidats contre un chaos après les résultats. Bala revient sur cette déclaration dans cet élément. À quelques jours des élections de mi-mandat aux États-Unis d'Amérique, l'heure est au grand discours. Non pas l'avortement ni l'inflation, mais plus fondamentalement, la préservation de la démocratie. Nous ne pouvons plus tenir la démocratie pour acquise, a prononcé le président Joe Biden dans un discours d'une vingtaine de minutes prononcé à Union Station, la gare de Washington. 2 ans après la présidentielle, ces élections semblent bien avoir un goût amer pour le président dit démocrate. Car non seulement il a échoué à réconcilier les Américains, l'objectif premier qu'il s'était assigné, mais aussi la campagne électorale de mi-mandat a encore acté un cran supplémentaire dans les divisions partisanes et la violence politique. Il y a des candidats qui se présentent à tous les échelons de l'administration américaine, qui refusent de s'engager à accepter les résultats des élections auxquelles ils sont candidats. J'appelle tous les Américains, quel que soit leur parti, à répondre à ce moment d'importance nationale et générationnelle. Nous devons voter en sachant ce qui est en jeu, a martelé le président dans son discours. Précisons que les Américains sont appelés aux urnes pour renouveler les 435 membres de la Chambre des représentants et le tiers des sénateurs, mais aussi 36 gouverneurs et des centaines de postes dans les États, des comtés et les villes, procureurs, secrétaires d'État. Décidé d'exclure Ouagadougou du programme AGWA, African Growth Opportunities Act, lancé en 2000. Washington justifie cette décision par, je cite, l'absence de progrès démocratique après 2 coups d'État. Fin de citation. C'était dans une lettre expédiée au Congrès américain que le président Joe Biden l'a notifié en mentionnant que des conditions de pénalité, des conditions de pluralisme politique sont nécessaires dans le cadre du programme AGWA et devrait tout simplement, selon lui, être réglé 1 mois après la prise de pouvoir du capitaine Traoré. L'ambassadrice américaine au commerce, Catherine Tai, a recommandé au Burkina Faso de prendre les décisions nécessaires pour répondre à ces différentes conditions. Allant plus loin, celle-ci a déclaré qu'elle fournirait une feuille de route au Burkina Faso afin que celui-ci puisse intégrer le programme. Pour rappel, les États-Unis mettaient déjà en garde le Burkina Faso après la prise de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré contre un rapprochement avec la Russie, une sortie d'ailleurs tentée d'ingérence par le pays. Et ce soir, nous ouvrons notre dossier spécial Coupe du Monde Qatar 2022 et on démarre avec une demande ukrainienne d'exclure l'Iran de la compétition mondiale. Les instances ukrainiennes contestent la participation du pays qui, selon elles, joue un rôle majeur dans le conflit russo-ukrainien via une grande fourniture d'armes. Une demande qui n'est pas encore officielle auprès de la FIFA, mais replongeons déjà dans ce dossier préoccupant avec vous, Ngueni. Éliminé de justesse sur le terrain en finale des barrages européens par le pays de Galles, l'Ukraine ne lâche pas le morceau sur le terrain juridique. Selon Kave Solikol, reporter pour Skype Sport, le comité exécutif de la Fédération ukrainienne de football va demander à la FIFA d'envisager d'exclure l'Iran de la Coupe du Monde au Qatar. En cause, la participation du pays asiatique aux attaques russes contre les Ukrainiens via la fourniture d'armes à la Russie, selon l'Ukraine. Ce principe enfreindrait ainsi les lois de l'instance internationale concernant les droits de l'homme et la discrimination, poursuit le journaliste. Cette réclamation ferait suite à la demande similaire opérée en début de semaine par le club ukrainien du Shakhtar Donetsk qui avait réclamé par la voix de son directeur sportif Sergei Palkan
à ce que l'Iran soit empêché de participer au mondial. Pendant que les dirigeants iraniens prendront du bon temps en regardant leur équipe nationale jouer à la Coupe du Monde, les Ukrainiens seront tués par les drones et les missiles iraniens. Près de 250 de ces drones ont déjà attaqué les villes paisibles de l'Ukraine, avait assuré le club ukrainien du Shakhtar Donetsk. Chacun d'entre eux a été produit, livré par les autorités iraniennes. Les instructeurs iraniens et les militaires ont directement formé et géré le lancement de drones qui ont détruit des maisons, des musées, des universités, des bureaux, des terrains de sport et de jeux et surtout tué des Ukrainiens. Poursuit le club, assurant que la place vacante devrait alors être occupée par l'équipe nationale d'Ukraine. Et c'est avec cette note sportive que nous sortons de cette édition d'information sur For You Media Africa. Merci à vous de nous avoir regardés sur nos différentes plateformes internet, mais également de nous avoir écoutés sur la 96.3 FM For You Radio. Les programmes et l'information se poursuivent sur nos médias. Au revoir, Lubumbashi.